Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, politiciens, philosophes ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons José Cordeiro, l'une des personnalités les plus connues dans la sphère transhumaniste mondiale. Donc on a beaucoup de chance. Il a récemment coécrit avec David Wood le livre La mort de la mort, où il explique avec des arguments convaincants comment nous pourrions traiter le vieillissement au cours du XXIe siècle. Didier Cornell, vice-président de l'AFT et cofondateur de HEALS, The Healthy Life Extension Society, va m'accompagner. José Cordeiro est né en 1962 à Caracas, au Venezuela. Il habite actuellement en Espagne. Il est ingénieur, économiste, futuriste et transhumaniste. Il a travaillé dans de nombreux domaines, entre autres le développement économique, les relations internationales, l'Amérique latine, la cryogénisation et la longévité. C'est pour les questions d'extension de la durée de vie, d'immortalité, d'amortalité, que son enthousiasme est le plus fort et le plus communicatif. José a notamment été actif dans l'Université de la Singularité. Aujourd'hui, il est vice-président de Humanity Plus, anciennement la World Transhumanist Association. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La mort de la mort, les avancées scientifiques vers l'immortalité, ouvrage pour lequel nous le recevons sur notre podcast. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des questions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Le podcast Humain Demain. Il est clair que nous vivons beaucoup plus longtemps qu'au XVIIIe siècle. Mais nos dernières années ne sont pas beaucoup mieux. Donc, est-ce que la première étape ne serait pas de mieux vieillir plutôt que de repousser la date de la mort, voire de l'éliminer ou de parler d'immortalité? Parce que souvent, le terme immortalité ou le titre de votre livre, La mort de la mort, entraîne peut-être des réactions hostiles pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, alors que dire mieux vieillir, peut-être plus subtil, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et cela n'existe pas. Mieux vieillir, c'est une contradiction des mots. Et on ne peut pas vieillir jamais d'une meilleure façon. Mais c'est vrai qu'il faut emphasiser qu'on peut arrêter le vieillissement. Et pour cela, on parle que le vieillissement est la mère de toutes les autres maladies. Et si on arrête le vieillissement, on pourrait arrêter la majorité des autres maladies. Parkinson's, Alzheimer's, les problèmes de cœur, les problèmes vasculaires, les cancers, etc. Donc, le vieillissement est le problème principal et c'est pour ça qu'on doit on doit attaquer le vieillissement. Et de toute façon, la mort de la mort est une idée générale et c'est pas à moi seulement. Même un prêtre anglaise, il y a 4 siècles, il a écrit La mort de la mort. Et notre ami ici, Didier Cornell, il a une newsletter chaque mois appelée La mort de la mort en français et puis en anglais et peut-être aussi en néerlandais, en Belgique, j'imagine. Et puis, il y a des autres personnes qui parlent de la mort de la mort. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, 6 ans, que j'avais entendu parler de ça, de la mort de la mort. Et ça toujours m'inquiétait. Et donc, j'ai voulu savoir plus et plus. Et finalement, quand mon père est mort, tristement, malheureusement, il y a 5-6 années, j'ai décidé finalement faire quelque chose sur cela. Et pour moi, pour ma famille, pour l'humanité, et c'était écrire un livre. Et j'écris La mort de la mort, d'abord en espagnol, qu'on a un copain, un collègue britannique, David Wood,
Il est un scientifique, un mathématicien anglais, écossais, vraiment. Il est né en Écosse, mais il habite à Londres. Et donc, les deux, nous avons écrit La mort de la mort, d'abord en espagnol, et puis en portugais, maintenant en français, et les mois prochains en russe, et puis en Chine, et maintenant aussi, on est en train de faire la première édition dans un pays musulman. Pour moi, c'est très, très important. En Turquie, on aura les livres aussi en turc. Et on travaille dans plusieurs autres éditions, italien, allemand, bien sûr, anglais, etc., etc. Mon objectif est publier en plus de 10 langues avant la fin de l'année. Donc, la mort de la mort, c'est une idée générale qui existe dans plusieurs cultures, en anglais, en français, en espagnol, et qui doit être, comme j'appelle, les premiers problèmes qu'on a. Les principaux problèmes de l'humanité est que nous sommes tous en train de mourir. C'est terrible, tous en train de mourir. Oui, donc José, donc comme vous le dites, donc nous sommes tous en train de mourir de maladies liées au vieillissement. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que le vieillissement est une maladie? Certains, notamment certains transhumanistes le disent. Comment est-ce que vous analyseriez cela? Maladie ou pas maladie? Je préfère dire que le vieillissement est une maladie. Il y a des scientifiques qui font la même chose, comme David Sinclair, un biologue qui travaille à l'université de Harvard. Il parle que oui, on devrait considérer le vieillissement comme une maladie et encore mieux, déclarer officiellement que est une maladie et qu'il faut attaquer avec tous les pouvoirs des gouvernements, du secteur public, du secteur privé, des compagnies pharmaceutiques, etc., etc. Par contre, il y a des autres scientifiques comme Aubrey de Grey, qui est très, très connu et que c'était les premiers scientifiques qui commençaient à parler sur la mort de la mort avec son livre Ending Aging, Finir le vieillissement. Il y a presque 15 années maintenant. Donc, il a parlé de ça aussi, mais il ne considère pas le vieillissement comme une maladie. Il préfère dire que c'est une condition médicale qu'on peut guérir. Et c'est important. Et il parle qu'on peut guérir le vieillissement. Donc, ce n'est pas une maladie, mais on peut la guérir. Et ça, c'est très bon aussi. Et donc, il s'agit finalement, vu que vous dites que c'est le premier problème de l'humanité, donc c'est un impératif moral, quels sont vraiment les arguments à mettre en avant pour affirmer une telle chose? Est-ce que c'est le nombre de morts qui est causé par le vieillissement par année ou Oui, c'est une très bonne question. Et normalement, jusqu'à la pandémie maintenant, il y avait 150 000 personnes qui mouraient par jour. 150 000. Et de ces numéros, 2/3, c'est-à-dire 100 000 personnes meurent de vieillissement et des maladies liées au vieillissement. Alors, 2/3 de tous les morts du monde sont à cause du vieillissement. Dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Japon, c'est beaucoup pire. Plus de 90% des morts sont liés au vieillissement. 90%. Même dans les pays les plus pauvres, en Afrique, en Asie du Sud, plus de 50% des personnes meurent de vieillissement. Alors, même dans les pays pauvres, où il y a des autres maladies, il y a
malaria, paludisme, il y a des problèmes religieux, il y a des problèmes terroristes, il y a des problèmes climatiques, etc., etc., sont des problèmes réels, sont vrais problèmes. Mais le principal problème est le vieillissement. Même dans les pays les plus pauvres et dans les pays plus riches, 90% des morts sont liés au vieillissement. C'est pour ça que c'est un impératif moral, c'est une cause éthique. Et plus joli, je dirais, c'était les premiers rêves de l'humanité, les premiers rêves. Et on peut voir dans les premiers livres de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, l'épique de Gilgamesh, écrit presque 5 000 années en arrière, presque 5 000 années. L'objectif était l'immortalité. Et pas seulement avec la Mésopotamie, aussi les pyramides en Égypte, les pharaons. Ils voulaient être immortels. Ils construisent les pyramides pour l'immortalité. Et aussi l'empereur de Chine, Qin Shi Huang, excuse-moi, je ne parle pas chinois bien, mais l'empereur Chine qui a réunifié la Chine 2-3 siècles avant de Christ, et il a construit l'armée des guerriers terracotes. Lui aussi, il cherchait l'immortalité en Chine. Alors, les Chinois, les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Espagnols, et Ponce de León, Juan Ponce de León, il est parti en Amérique pour chercher la fontaine de la jeunesse éterne. Alors, toutes les cultures, toutes les civilisations cherchent l'immortalité. Donc, c'était le premier rêve de l'humanité parce que nous, en comprenant que nous mourrons. Les humains, malheureusement, tragiquement, meurent. Et on a aujourd'hui la possibilité scientifique pour la première fois dans l'histoire d'arrêter le vieillissement et beaucoup mieux, inverser les vieillissements. D'ailleurs, peut-être pour aller dans votre sens, Raphaël Liogier, qui est aussi intervenu sur cette chaîne, était venu expliquer, enfin, c'était évidemment son hypothèse et c'est controversé par certains, mais pour lui, il disait en fait le premier but des religions, dont la religion catholique et effectivement les pharaons et les Égyptiens anciens, c'était l'immortalité, mais l'immortalité réelle, pas le concept religieux uniquement. Et donc il insistait beaucoup là-dessus, sur le fait que finalement le transhumanisme et les religions, c'était un but au départ extrêmement similaire et que les religions aujourd'hui avaient finalement oublié leur but. Alors maintenant, comment expliquer que malgré cet impératif, moi je pense que c'est même plus que 100 000 morts par jour, surtout avec la Covid qui est quand même une maladie liée au vieillissement, c'est probablement 110, 120 000 sur les 160, 170 000 personnes qui meurent chaque jour. Donc, comment expliquer que malgré cet impératif, ce n'est pas encore un effort mondial majeur que de lutter contre cela? Donc, contrairement à la lutte contre le cancer ou même justement la mobilisation que l'on a vue pour le développement d'un vaccin contre la Covid-19, qu'est-ce qui bloque finalement? Oui, vraiment, quand on parle de la mort, on est bloqué à niveau de cerveau. On ne veut pas parler de la mort et moins de la mort de soi-même. Alors, c'est pour cela qu'on est bloqué. C'est une théorie appelée comme Management Terror Theory. Je ne sais pas comment... En français, parfois on ne traduit pas, et quand on traduit par théorie de la gestion de la terreur. Voilà, gestion de la terreur, parce que la mort fait peur, pire que peur, fait terreur. Donc, il faut gestionner la terreur. Et pour cela, la meilleure chose, et ne parlez pas de ça. Et c'est terrible, c'est terrible. Et on parle maintenant du Covid-19.
COVID-19 est une petite pandémie, et comparée avec l'histoire des pandémies. Et la grippe espagnole, il y a plus d'un siècle, a tué presque de 100 millions de personnes, entre 50 et 100 millions de personnes estimées. Et la population du monde, à ce moment-là, il y a un siècle en arrière, était seulement 2 milliards de personnes. Donc, la grippe espagnole a tué 100 millions de personnes avec une population de 2 milliards de personnes. Et beaucoup pire, en arrière, la peste bubonique, la peste noire, a tué à peu près 200 millions de personnes, quand la population du monde n'était même 1 milliard de personnes. Et en Europe, probablement un tiers de la population est morte à cause de la peste bubonique. Alors, COVID-19 est rien vraiment, est rien. L'année dernière, à peu près 60 millions de personnes ont mort, 60. Et ces numéros de 62 millions ont mort à cause de COVID. Et en plus de ça, rappelons, 2 tiers des personnes meurent du vieillissement et des maladies liées au vieillissement. Alors, des 60 millions qui ont mort l'année dernière, 2 à cause directe du COVID. Et 40 millions à peu près du vieillissement en général. En général, Parkinson's, Alzheimer's, cancer, problèmes de cœur, etc., etc., etc. 40 millions de personnes. Donc, on doit faire des priorités. Et si on s'estime, on ne sait pas les numéros et ce n'est pas encore fini, mais si on a dépensé 12 billions, et maintenant billions avec 12 zéros, c'est-à-dire 12 trillions, des trillions américains de dollars. 12 trillions, c'est-à-dire en français 12 billions avec 12 zéros de dollars pour le COVID. Imagine combien on devrait dépenser pour le vieillissement, que le vieillissement est la mère de toutes les maladies et qui a tué pas seulement 2 millions de personnes l'année dernière comme COVID, a tué 40 millions de personnes. Alors, on devrait dépenser beaucoup plus d'argent, quantité énorme à niveau mondial et pas seulement les pays riches, comme j'ai parlé, même dans les pays les plus pauvres du monde, plus de la moitié des personnes meurent à cause du vieillissement, qui est la principale cause et le principal facteur de risque pour la mort, et bien sûr pour le COVID, et l'âge, le vieillissement. Ça, c'est le problème. Mais, je répète, on est bloqué, on n'aime pas parler du vieillissement. Et comment est-ce que le vieillissement a tué 40 millions de personnes l'année dernière et on ne fait rien? Comment? C'est difficile à comprendre, Didier. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que vu que c'est un problème qui nous concerne tous, potentiellement, c'est un marché commercial immense. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez bien que ce serait probablement une des plus grosses opportunités commerciales du siècle. Est-ce que vous pouvez aller plus loin, justement, et parler aussi de ce que vous mentionnez, le terme dividende de la longévité? Bien sûr, et c'est une très bonne question. Si on regarde aujourd'hui les compagnies, les sociétés plus grandes du monde, elles sont tous les sociétés de numérique, informatique, comme Apple, Facebook, Microsoft, Google, Alphabet, etc., etc., etc. Des sociétés de numérique informatique. 20 ans avant, en arrière, vers l'année 2000, les sociétés plus grandes du monde étaient des sociétés énergétiques. Shell, British Petroleum, Exxon, Mobil, Total. Et même il y avait une société belge que j'ai oublié maintenant, une société d'énergie pétrolière. Tu te rappelles, Didier? Je vais chercher. Je ne connais pas comme ça, mais oui.
je crois qu'elle a été achetée par Total de France. Mais il y avait une société énorme, énergétique de Belgique. Mais elle n'existe plus indépendamment. Si je me rappelle, elle a été achetée par Total. Mais même Total de France, qui était une grande multinationale, elle est petite aujourd'hui parce que le monde a changé, le monde a évolutionné et on a passé de l'énergie à la numérique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines 2 décennies? On va voir la croissance des sociétés contre le vieillissement, sur longévité. Et pour cela, beaucoup de personnes pensent que les sociétés plus grandes au monde, entre 1 décennie et 2 décennies à l'avenir, seront des sociétés qui travaillent sur le vieillissement. Et beaucoup de sociétés vont se réinventer, se inventer de nouveau. Et pour cela, Apple, Facebook, Google, Alphabet, elles veulent entrer dans la santé. Toutes les grandes sociétés de numérique, d'informatique aujourd'hui veulent entrer dans l'industrie du vieillissement parce qu'elle va être même plus grande que la numérique aujourd'hui. Alors, la grande opportunité du futur n'est plus l'énergie, comme il y a 20 ans, n'est plus le numérique, l'informatique, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sera longévité, biotechnologie, anti-vieillissement, rajeunissement. C'est le futur de l'humanité, c'est le futur de la technologie et c'est le futur du business. Selon vous, quel sera maintenant, arrivons un peu au cœur de ce débat passionnant, quelle sera la forme des premiers traitements contre le vieillissement et pour quand est-ce que ça pourrait être? Donc, comment est-ce que vous voyez l'arrêt du vieillissement? Est-ce que ce sera une modification génétique à la naissance? Est-ce que ce sera un passage dans une clinique de régénération tous les 50 ans? Ou bien une pilule? Ou bien un vaccin? Ou des nanotechnologies? Enfin voilà, il y a un peu les pistes que vous envisagez. Oui, il y a un peu de tout et même mélangé, et très, très mélangé. Mais comme mon ami Ray Kurzweil, le scientiste, ingénieur très connu, Ray Kurzweil, il parle de 3 ponts vers l'immortalité. Le premier pont, pendant la décennie 2010. C'était le premier pont, donc n'avait pas beaucoup de technologie. Et l'idée est faire les choses que ta mère te dit toujours. Mange bien, fais d'exercice, dorme bien, etc., etc. Ne fume pas, ne bois trop d'alcool, etc., etc. C'est le premier pont vers l'immortalité, la décennie 2010. Maintenant que commence la décennie de 2020, on est en train de croiser le deuxième pont, qui est le pont de la biotechnologie. Pendant la décennie 2020. Puis, on va croiser le troisième pont avec la nanotechnologie. Et finalement, vers les années 2040, on pourra, avec biotechnologie et nanotechnologie, rajeunir les corps, rajeunir tous les corps entiers. Et on pourra vivre presque immortellement. Immortel est difficile. Comme Didier, on parle mieux d'immortel, c'est-à-dire pas de mort. Amortel, veut dire en grec non, au pas de mort. Amortel, mais c'est plus connu, immortel. Alors, on va utiliser immortalité et les immortels qu'on sera, on va devenir à la décennie de 2040, aussi avec l'intelligence artificielle, que c'est la mère de toutes les technologies numériques. Sur les traitements, spécifiquement, maintenant qu'on a commencé la décennie de 2020 avec les traitements de biotechnologie, il y a des choses maintenant qui commencent maintenant.
comme les sénolytiques, les produits sénolytiques pour tuer les cellules vieilles, les cellules sénescentes. Ça commence maintenant. Il y a plus d'une dizaine de sociétés maintenant qui travaillent sur des sénolytiques. Et on essaie clinique humain. Alors, ça commence même avec des animaux comme les chiens. Les scientifiques font aussi des expériments, des essais cliniques avec des chiens et autres animaux. Alors, ça commence. Je suis sûr que une année, 2 années, 3 années à l'avenir, on aura des produits sénolytiques. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on est en train de découvrir. Et par exemple, la reprogrammation cellulaire, qui était l'objectif du prix Nobel de médecine en 2012. Le scientifique japonais Shinya Yamanaka a gagné le prix Nobel de médecine en année 2012 pour découvrir ce qu'on appelle maintenant reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire qu'il a découvert que seulement 4 gènes contrôlent le vieillissement des cellules de la peau des souris. Et en changeant les 4 gènes qu'il a découverts, et ce n'était pas facile parce qu'on a plus de 20 000 gènes, mais il a découvert 4 gènes qui contrôlent le vieillissement. Et on peut faire vieillir plus rapide et on peut inverser aussi le vieillissement. Alors, la reprogrammation cellulaire avec les facteurs de Yamanaka est réelle, ça commence. On a fait déjà des expériments l'année dernière, 2020, et on a rajeuni les yeux des personnes qui étaient aveugles. Et grâce au traitement de reprogrammation cellulaire, les personnes peuvent voir de nouveau. Donc, on a changé les aveugles pour personnes qui peuvent voir de nouveau. Et c'est facile à faire à niveau d'organes. Un petit organe comme un œil, c'est facile. On ne peut pas faire toujours le corps entier, mais on peut déjà faire avec des petits organes comme un œil. J'espère que vous comprenez ma mauvaise prononciation française. Oui, un œil, mais sinon tout le reste est à peu près parfait. Oui. Un œil ouais. Des yeux. Ouais. Parfait, merci. Alors, ça commence la reprogrammation cellulaire. Il y a des autres choses très intéressantes comme les télomères et faire croiser grandir de nouveau les télomères avec l'enzyme télomérase. C'était une découverte incroyable il y a 2 ou 3 décennies quand des scientifiques ont découvert que la télomérase se coupe chaque fois que les cellules se reproduisent. Et finalement, elles meurent parce qu'il n'y a plus de télomères. Et il y a une enzyme appelée télomérase qui fait grandir les télomères. Et comme cela, les chromosomes et la cellule peuvent vivre plus longtemps. Il y a déjà aussi des expériments, des essais avec des animaux et même avec quelques personnes comme Liz Parrish. Liz Parrish, elle a fait des injections de télomérase et apparemment elle a rajeuni son corps. Il y a différentes manières de vérifier, mais ce sont des choses très intéressantes. Alors, il y a plusieurs traitements qu'on est en train de découvrir. Mais pour moi, et je suis ingénieur du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et on a appris toujours, les ingénieurs, que si une chose existe, il y aura une manière de la refaire. Parce qu'on doit comprendre pourquoi quelque chose existe pour la reproduire
et pour la faire encore mieux. Et pour cela, je vais parler du cancer, parce que le cancer a découvert l'immortalité biologique. En fait, en biologie, les biologues, ils disent que le cancer est biologiquement immortel. Qu'est-ce que ça veut dire biologiquement immortel? Que le cancer ne vieillisse pas. Les cancers ne vieillissent pas. C'est-à-dire que les cancers peuvent vivre immortellement. Et on a découvert ça à l'année 1951 avec une personne avec un terrible cancer appelé Henrietta Lacks à Baltimore, aux États-Unis, Baltimore. Henrietta Lacks, qui est née l'année 1920, il est mort l'année 1951 à l'âge de 31 ans et avec du cancer cervical. Le cancer est toujours vivant. Il est vivant aujourd'hui et il a réussi à avoir une centenaire d'années l'année dernière. Le cancer a 100 ans de vieillesse, mais il est jeune. Le cancer est jeune. Comment un cancer de 100 ans est jeune? Et la raison est que le cancer a découvert comment arrêter le vieillissement biologique. Alors, si le cancer sait comment arrêter le vieillissement, nous, les scientifiques, les ingénieurs, on va découvrir comment arrêter le vieillissement et comment inverser le vieillissement. Alors, la preuve de que l'immortalité biologique est possible et qu'elle existe déjà. Elle existe. On ne peut pas, on n'a pas besoin de rêver ou de penser philosophiquement, etc. Non. La immortalité biologique existe déjà. Et le cancer ne fait pas des études biologiques. Le cancer ne fait pas des études en Harvard, Stanford ou MIT. Non, le cancer est stupide, mais il a découvert comment pas vieillir. Alors, on qui a fait des études au MIT, Harvard, Stanford, on va les découvrir aussi. Alors, c'est une question de temps. Une question de temps et on va les découvrir. Une autre chose encore mieux, plus intéressante, est qu'il y a plusieurs cellules qui ne vieillissent pas, principalement les cellules germinales, les cellules qui produisent les spermes, les spermatozoïdes dans les hommes et les ovules dans les femmes. Les cellules germinales, elles ne vieillissent pas non plus. Alors, on a des cellules qui ne vieillissent pas dans nos corps. Tous les personnes, même plus, tous les organismes multicellulaires ont deux types de cellules, deux classes de cellules. Les cellules germinales qui ne vieillissent pas et les cellules somatiques. Somatique vient du grec soma, corps, le corps. Alors, les cellules somatiques qui vieillissent parce que leur télomère se coupe avec le temps, avec les reproductions des cellules. Et on a les cellules germinales qui ne vieillissent pas parce que leurs télomères grandissent continuellement. Alors, l'immortalité existe même dans notre corps. On a des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales. Plus de cellules germinales et de cancer, on a petits organismes qui ne vieillissent pas et qui peuvent vivre indéfiniment. Les hydras, méduses, et il y a plusieurs petits organismes et même organismes plus grands qui apparemment ne vieillissent pas. Et qui peuvent grandir toujours. Il y a des tortues, il y a des requins, il y a des baleines. On estime qu'il y a des baleines de plus de 2 siècles, des requins de, je crois, 3 ou 4 siècles, et encore vivants. Ce sont des choses incroyables. Alors, l'immortalité et pas vieillir existe déjà
dans la nature. Et si cela existe, on va découvrir pourquoi cela existe. Mais c'est triste que les personnes ne les savent pas. Ne le sait pas, c'est terrible. Même que le cancer est biologiquement immortel, si vous demandez dans la rue, vous parlez avec quelqu'un dans la rue et vous le demandez, savez-vous que le cancer est biologiquement immortel? Et non, 99% des personnes ne le savent pas. Et on a découvert cela à l'année 1951. On ne l'a découvert pas hier, ou avant-hier, ou à l'année dernière, ou à la décennie dernière. Non, on a découvert cela à l'année 1951, il y a 70 ans. Et les personnes ne le savent pas. Et encore pire, les personnes ne savent pas que chacun de nous, on a des cellules immortelles dans notre corps. On a des cellules germinales, chacun de nous. Alors, c'est une ignorance terrible des personnes qui ne le savent pas et qui pensent que c'est impossible l'immortalité quand elle existe déjà. L'immortalité existe déjà. Oui, on peut dire effectivement que la vie est immortelle puisque nous sommes les descendants directs des premières cellules qui sont apparues il y a des milliards d'années. Ceci étant, moi qui suis aussi passionné par ce sujet, il y a quand même quelque chose d'absolument fascinant dans on va dire, les animaux et les plantes individuelles, c'est que malgré tout, ils s'arrêtent tous de vivre après une certaine durée. Donc les séquoias, apparemment, ils grandissent par exemple extrêmement lentement, genre 1 millimètre par an. Mais ils ne vivent quand même pas plus que 5000 ans. Les homards. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Hein, c'est déjà, je serais déjà content avec 5000 ans. Nous serions déjà contents avec 5000 ans. Mais les homards, c'est un peu pareil. Ils ne meurent pas de vieillissement, mais ils grandissent, ils grossissent. Et à un moment, l'organisme ne le permet plus. Peut-être que ça n'est pas vrai pour les coraux et pour les éponges. Mais c'est des animaux qui n'ont pas de véritable système nerveux, ou en tout cas pas de système nerveux complexe. Et une des questions que je me posais, mais c'est vraiment peut-être assez scientifique, mais il y a une des explications du fait qu'il y a toujours le vieillissement, ou en tout cas il y a toujours la mort au bout d'un certain temps, c'est la diversité génétique. Et il y a des endroits qui sont des endroits très 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 bien protégés, comme les grottes ou comme les eaux très profondes, où les choses changent très 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 peu. Et pourtant, apparemment, il n'y a pas encore même là d'animaux immortels. Il y a des animaux qui vivent très longtemps, mais n'empêche qu'il y a une limitation de durée. Je me demande si vous avez une idée, qu'est-ce qui fait cette limite-là qui a l'air d'être vraiment à peu près universelle dans la nature, en tout cas chez les vertébrés et chez les animaux un peu complexes. C'est une question fascinante et très, très intéressante. Et il y a quelques jours, j'étais parlant avec un astrobiologue. Et maintenant qu'on a atterri en Mars, dans la planète Mars, on parle beaucoup de la vie dans des autres planètes. Et il m'a dit une chose incroyable. Et il est biologue, astrobiologue. Il pense qu'on va trouver une planète où la vie existe et la mort n'existe pas. C'est incroyable. Une planète dont la vie existe, mais où il n'y a pas de mort. Et pourquoi? Parce que la vie est apparue pour vivre. La vie n'est apparue pour mourir. Et c'est pour ça que les premières formes biologiques vivantes, les bactéries qui se divident, qui se multiplient par division symétrique, elles ne vieillissent pas. Alors, les bactéries sont biologiquement immortelles s'ils se divident symétriquement, que ce sont les premières formes de bactéries dans l'histoire du planète. Et la mort n'existait pas, même ici, dans la Terre. La mort est apparue beaucoup plus tard,
avec le commencement des organismes multicellulaires. La mort de vieillesse, bien sûr, hein? La mort de vieillesse, oui. Si, c'est le vieillissement, bien sûr. Merci. Et quand les organismes multicellulaires ont apparu, deux classes de cellules ont apparu. Et les cellules somatiques, les corps, pour donner des forces et des formes à l'organisme, et les cellules germinales pour la reproduction. Les cellules germinales, même aujourd'hui, ne vieillissent pas biologiquement, mais les cellules somatiques, oui, elles vieillissent. Alors, ça a commencé il y a entre 600 millions d'années, ou presque 1 milliard d'années. On ne sait pas exactement quand la vie multicellulaire est apparue dans la planète Terre, mais avant, ici, c'était une planète immortelle, de vie immortelle. Et c'est ça qu'on pense trouver dans une planète non future, une planète avec des bactéries qui vivent indéfiniment et qui ne vieillissent pas. Bien sûr qu'elles peuvent mourir si les conditions changent, comme la planète Mars. Peut-être la planète Mars a eu des vies qui ne mourraient pas, qui ne vieillissent pas, les bactéries qui ne vieillissent pas, mais l'environnement a changé et toute la vie a disparu de la planète Mars. Mais c'était possible que Mars était une planète avec vie et sans mort. Incroyable. C'est pour méditer. Donc, quand les personnes me disent, parlent avec moi et me disent que la mort est nécessaire pour la vie. J'ai dit, mais c'est ridicule, c'est stupide. On ne précise pas de la mort pour être vivant. C'est comme dire que vous précisez du divorce pour le mariage. C'est stupide, c'est tout à fait stupide. Ce sont deux concepts séparés qui n'ont rien à voir avec l'autre. Et la vie est la chose importante. Et c'est pas la mort qui est importante, c'est la vie. Les premiers droits de l'homme est le droit à la vie. Sans vie, il n'y a aucun autre droit. Il n'y a droit à la propriété, à la liberté, parce que si vous n'êtes pas vivant, il n'y a rien de plus. C'est vrai que c'est fascinant. D'ailleurs, il y a cette idée que la vie de Mars aurait pu finalement être transférée à la Terre. Ce serait intéressant de savoir si c'est vrai. Ça pourrait dire qu'on est en quelque sorte des Martiens. Mais par rapport au... qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et des raisons de penser que les personnes, on va dire, de moins de 50 ans ou 60 ans aujourd'hui, ont une chance importante finalement de devenir immortels? Parce que c'est toujours difficile, j'imagine, d'envisager les dates. Et il y a certaines dates qui sont données. Ou en tout cas, par exemple, il y a un point que vous mentionnez dans le livre qui fait référence à la singularité et qui est en français la mathusalarité. C'est assez compliqué à dire. Donc c'est un point où, à partir du moment où on l'a passé, garantit l'arrêt de toute condition médicale provoquant la mort. Est-ce qu'il y a... quelles sont finalement les raisons de penser que nous sommes plus proches de ce point qu'on pourrait l'imaginer? Oui, normalement, on parle de deux dates. Avec mon ami Ray Kurzweil, c'était lui qui utilise des dates et j'adore utiliser des dates aussi. Pourquoi? Parce que ça nous donne des limites ou des moments pour faire des choses. Si vous n'avez pas de date, vous essayez plus dur, plus difficilement d'arriver à des choses. Alors, Ray Kurzweil parle de deux dates. La première, année 2029. L'année 2029, on va arriver à la mathusalarité, c'est-à-dire la singularité de Mathusalem. Que Mathusalem, c'était le prophète de la Bible qui a vécu presque 1000 années. 1000 années. C'est pour cela qu'on parle de la mathusalarité quand on va vivre 1000 années. Et aussi, on utilise le terme longevity, escape, velocity, la vélocité pour échapper à la longévité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vers l'année 2029, 2030,
pour chaque année que vous survivez, vous allez vivre encore une année de plus. Parce que la longévité a grandi, continue à grandir, à crescer. Maintenant, pour chaque année que vous vivez, vous gagnez 2 à 3 mois plus de vie. Et ça continue, ça continue. Et vers l'année 2030, pour chaque année que vous vivez, vous gagnez encore une année de plus. Alors, vous pouvez vivre presque indéfiniment, mais encore avec du vieillissement. Vous allez vivre plus, mais avec du vieillissement. Et alors, on a la deuxième date. La deuxième date est l'année 2045, quand Ray Kurzweil parle qu'on va inverser le vieillissement. Et c'est pour ça très important que vous arrivez jusqu'à l'année 2045, même si très, très vieille, parce que l'objectif, le but est le rajeunissement qu'on aura vers l'année 2045, que c'est l'année de la immortalité ou de la immortalité. Et bien sûr, c'est facultatif. C'est optionnel, c'est pas obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais comment et si je vais mourir? Et je dis, si vous voulez mourir, vous pouvez mourir, il n'y a pas de problème, c'était toujours comme ça, c'était la condition naturelle des personnes jusqu'à maintenant que vous alliez mourir. Mais si vous aurez la facultative, la option de ne pas mourir vers l'année 2045, et encore mieux, c'est pas non mourir seulement, c'est être jeune, c'est être sain, c'est être avec esprit, jeunesse, tout avec la jeunesse. Et pour cela, on parle de jeunesse indéfinie, longévité indéfinie. On ne parle pas de vieillissement indéfini, parce que personne n'aime pas le vieillissement, et encore pire, le vieillissement pour toujours, le vieillissement indéfini. Pour cela, on parle et on travaille vers la jeunesse indéfinie, la longévité indéfinie. Et si un siècle depuis, ou 1000 années depuis, ou 1 million d'années depuis, vous êtes ennuyé, pas de problème, vous pouvez toujours mourir si vous êtes ennuyé. Mais je ne pense pas qu'on va s'ennuyer au futur. Ok, et alors pour prendre l'avenir plus proche, qu'est-ce qu'on peut finalement faire aujourd'hui pour ralentir le vieillissement? En fait, vous avez dit, et d'autres aussi, bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, sauf ce que vous disait votre grand-mère, mais quand même, parmi les gens qui s'intéressent à la longévité, parmi les gens qui cherchent des thérapies, il y en a par exemple, il y en a beaucoup qui prennent de la metformine. Est-ce que vous, personnellement, vous prenez de la metformine ou des suppléments? Et est-ce que le régime assez agressif de quelqu'un comme Ray Kurzweil, est-ce qu'il est prouvé comme efficace ou pas? Avant, on disait 150 pilules par jour. Je crois que c'est en fait 50 pilules par jour, mais en fait, ça reste quand même beaucoup. Voilà, quelle est votre solution, si je puis dire, à court terme, et même les choses que vous suivez personnellement? Oui, maintenant, on est dans le deuxième pont vers l'immortalité. On doit faire les choses du premier pont, c'est-à-dire dormir bien, manger bien, ne fumer pas, ne boire trop, etc., etc. On doit faire ça, mais on doit commencer avec les traitements du deuxième pont. Et bien sûr, metformine est une des choses qu'on connaît déjà qui marche. La metformine, qui est un traitement pour les personnes diabétiques, on a découvert que les personnes diabétiques qui prennent metformine vivent plus de temps que des personnes diabétiques qui ne prennent pas metformine. Mais encore mieux, les personnes diabétiques avec metformine vivent encore mieux que les personnes pas diabétiques. Alors, la metformine est très bonne. Et j'ai pris metformine il y a
2, 3, 4 ans. Mais je prends des autres choses, des suppléments génériques, et je prends des vitamines D, vitamine Z, et magnésium, mais généralement comme multivitamines, multi-suppléments. Je pense que c'est bon faire un petit peu d'exercice. Même maintenant avec COVID-19, il faut faire des exercices. Et une autre chose que j'ai fait et que pour moi c'est très bon, elle est fasting. Comment est-ce qu'on dit fasting? C'est le jeûne intermittent, je pense. Ouais. Oui, pour que les personnes comprennent, oui, les jeûnes, pas manger. Par exemple, chaque semaine, j'essaye de pas manger continuellement 2 jours. C'est-à-dire, entre vendredi et lundi, je ne mange pas. Et c'est très important pour les autophagies. Autophagie, c'est-à-dire la phagie du corps. Phagie, manger. Le corps mange les cellules vieilles. Les cellules plus jeunes, plus fortes, mangent les cellules plus vieilles. De nouveau, ça s'appelle autophagie. Et pour cela, vous précisez de 2 jours, et peut-être 3 jours sans manger pour initier le processus d'autophagie. Alors, moi-même, je l'ai fait entre 2 et 3 jours par semaine, si possible. C'est pas obligatoire. Peut-être je ne le fais pas en moi parce que je suis très social. J'aime manger, visiter, parler avec les amis. Mais maintenant, avec Covid, je le fais chaque semaine. Et j'ai perdu la graisse, fat. Comment est-ce qu'on dit fat? La graisse. La graisse, oui. OK, la graisse qui est très bon. Et vous perdez la graisse, mais pas les muscles. Muscles? Oui, muscles. OK. Oui, muscles. Alors, c'est important. Et que autophagie mange la graisse et ne mange pas les muscles. Alors, c'est important de savoir ça. Et c'est très bon, autophagie. Je recommande cela à tout le monde pour être plus maigre, sans graisse et avec muscles. Et de nouveau, c'est très bon marché parce que si vous ne mangez pas 2 jours, économiquement aussi est bon et positif. Mais c'est pour des raisons de santé, vraiment, pour des santé. Et c'est pas pour autre chose. Il y a beaucoup de livres maintenant. Parce qu'on a découvert cela aussi à l'année 1930. Les premiers traitements qu'on a découverts pour grandir la longévité, c'était couper la nourriture avec des souris. On commence toujours avec des souris parce que des souris sont génétiquement très similaires à nous, aux humains. On partage 99% du génome avec des souris. 99% du génome humain est similaire au génome du souris. Alors, on est très proche biologiquement comme des mammifères. On est très proche. Et on a découvert il y a presque un siècle que si vous coupez la nourriture, vous vivez plus de longtemps. Alors, et ça marche avec tous les animaux, tous les animaux, vers, mouches, souris, singes, et même avec nous, les humains. C'est très simple, c'est bon et c'est bon marché et ça garantit que vous allez être plus maigre avec muscles et sang, beaucoup de graisse. Alors, faites-le. Il faut le faire. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il paraît qu'il y a même une sorte de vers, des nématodes, quand on leur coupe tout à fait la nourriture, ils vivent encore plus longtemps. Donc, comme disent les anglophones, don't try this at home. N'essayez pas ça à la maison. Oui, une chose, Didier, bien sûr, oui. Et je ne suis pas médecin et je n'ai fait la recommandation. Vous bien sûr. Parce que
avec les médecins, mais le problème est que les médecins ne savent pas cela. Même les médecins, ils ne connaissent pas ça parce que c'est nouveau, c'est relativement nouveau. Et comme les personnes ne savent pas même que le cancer est biologiquement immortel, les médecins aujourd'hui ne savent rien sur les sénolytiques, rien du tout. Ouais, parce que pour la metformine, il y a aussi des controverses. Normalement, il y a une étude, l'étude TEM qui doit commencer avec un grand nombre de personnes et qui permettra vraiment d'être certain que c'est une bonne chose ou pas. Mais il y a beaucoup plus de chances. Mais malheureusement, cette étude n'est toujours pas démarrée aux États-Unis avec Nir Barzilai. Bien sûr. Mais alors, ce sont des choses très simples qu'on peut faire. Et Aubrey de Grey, mon ami Aubrey de Grey, qui a écrit les prologues pour les livres La mort de la mort, que vous devrez lire si vous ne voulez pas mourir. Comme je dis à mes amis, les personnes qui lisent mon livre ne vont pas mourir. Il sera recommandé grandement, effectivement. OK, non, mais alors, non, je dis cela sérieusement. Je ne pense pas mourir, pas du tout. Et je ne pense pas mourir, c'était pas un rêve, c'est pas une philosophie, c'est parce que moi, je suis ingénieur, je vois qu'acontece, que les choses qui changent exponentiellement maintenant. Avant, le monde était linéaire. Maintenant, le monde est exponentiel. Et les personnes ne comprennent pas cela. Et il doit comprendre que le monde change très, très, très rapidement maintenant. Un autre exemple, c'était la séquence du génome humain. La séquence du génome qui commençait à l'année 1990, et vers l'année 1997, c'est-à-dire cette année dans les processus, on n'avait séquencé que 1% du génome, 1%, et cette année de travail. Les résultats, c'était que cette année après, vers l'année 2003, on avait séquencié 100%, c'est-à-dire on a passé de 7%, 1% depuis cette année à faire les restes complets 100% vers l'année 2003. Et pourquoi? Parce que les choses bougent exponentiellement maintenant. Et les tendances, maintenant, est-ce que ça va continuer? Et pour cela, j'ai dit que je ne pense pas mourir. Mais plus intéressant, Aubrey de Grey, il dit que les premières personnes qui vont vivre 1000 années ont déjà né. Et on a entre nous des personnes qui vont vivre 1000 années. Et j'aime dire que moi-même, je suis un d'eux. Je pense vivre 1000 années et beaucoup plus. Pourquoi seulement 1000 années? On a beaucoup de temps pour apprendre bien la langue française que j'adore. Du coup, effectivement, on voit qu'il y a énormément, comme vous dites, des croissances exponentielles sur des technologies qui se numérisent aussi, et l'intelligence artificielle qui pourrait apporter beaucoup de choses dans la recherche sur le vieillissement. Mais si les choses arrivent très vite, est-ce que vous pensez que nos sociétés sont prêtes, puisqu'on a une organisation sociale qui est basée sur le fait que les gens vieillissent et finalement meurt, qu'il y a une période de travail et une période de retraite. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un petit peu des crises sociétales si jamais les gens commencent à ne plus mourir, si on se retrouve avec des personnes qui ont 150 ans et qui ressemblent à des personnes de 25 ans, comment vous voyez les bouleversements sociétaux? On n'est jamais prêt jusqu'au moment que vous devez être prêt. À ce moment-là, vous êtes certainement prêt. Et il y a 2000 années en arrière, au temps de l'Empire romain, l'expectative de vie moyenne était 20 ans. Et dans l'Empire romain, imaginez les personnes, en sachant que vous avez seulement 20 ans, on promède, average de vie 20 ans. Si les gens disaient, oh,
Qui va acontecer nos futurs si les personnes vivent 2 fois de plus et à tes 40 ans? Ça serait la fin de l'histoire, la fin de la civilisation, la fin de l'Empire romain. Et vers l'année 1900, on est arrivé à 40 ans d'expectative de vie moyenne. Un siècle depuis, maintenant, on est arrivant à 80 années, 80 années d'expectative de vie. Alors, on a duplié encore une fois 20, 40 et 80. Et bien sûr, on va duplier à nouveau l'expectative de vie, je crois, vers l'année 2045. Et duplier, triplier, quadruplier, parce qu'on aura une expectative de vie indéfinie. Mais c'est un problème bon. Il y a des problèmes qui sont mauvais et des problèmes qui sont bons. Si vous êtes jeune, avec santé, avec créativité, avec toutes les choses bonnes, c'est un bon problème. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Il y aura des avantages, il y aura des opportunités et la société va se transformer. Par exemple, les retraites. Je pense que les retraites vont disparaître parce que vous n'aurez pas de besoin de retraite. Vous serez jeune en une société très riche. Et c'est important de comprendre l'économie de la planète grandit continuellement. Et on est en train de changer du monde passé de escasseté, à un monde futur d'abondance, de richesse. Et ça va continuer. Alors, on va produire chaque fois plus et plus grâce aux technologies, grâce aux robots, intelligence artificielle, etc. Alors, on va à un monde de richesse inimaginable encore. Et alors, les retraites, on n'a pas besoin de retraite. D'abord, parce que vous ne serez pas vieille. Et deuxième chose, parce que vous vivrez dans un monde de richesse, pas le monde aujourd'hui de pauvreté. Ok, donc passer d'un monde de rareté à un monde d'abondance, notamment pour la durée de vie, c'est évidemment un programme qui plaît à beaucoup de gens, dont les gens ici. Mais maintenant, comment vivre pour les plus âgés, surtout d'entre nous, avec l'idée qu'on pourrait être la dernière génération à mourir? C'est assez peut-être même tragique et déprimant. Alors, une des solutions, c'est la cryonie, la cryogénisation, donc congeler les personnes qui meurent de vieillesse en attendant. Et peut-être une sous-question, est-ce que vous, José, vous avez un contrat de cryogénisation ou pas? C'est très bon ce que vous avez dit. On est entre la dernière génération humaine mortelle et la première génération humaine immortelle. Et je vous demande à tous, vous voulez être entre les dernières stupides qui meurent ou les premières intelligents qui vivent indéfiniment? J'espère, je souhaite entrer entre les premières immortelles. Mais le problème est réel. On ne sait pas si on va arriver à l'année 2045 avant, depuis, on ne sait pas. On estime, on souhaite, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est pour cela que j'ai décidé que ma vie est pour accélérer les processus, accélérer la recherche, accélérer la connaissance publique, parce que les gens ne savent pas. Je l'ai dit plusieurs fois, les gens ne savent pas que le cancer est biologiquement immortel. Les gens ne savent pas qu'on est tous des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales, et les gens ne le savent pas. Alors, les gouvernements, les politiciens ne le savent pas. Et si les politiciens le seraient, ça
changerait immédiatement parce que personne n'aime pas vieillir. Et si on peut l'arrêter, si on peut l'inverser, la politique va bouger, va changer en une journée. Une journée. Et pour cela, je pense aussi qu'il faut déclarer le vieillissement une maladie. Et le premier pays qui fasse cela va changer l'histoire de l'humanité. Alors, c'est terrible parce qu'on est très proche, mais on n'est pas proche, suffisamment proche. Alors, on peut toujours mourir. Et comme on a parlé, le vrai mot est immortalité, pas immortalité. Parce que les accidents, les suicides et les homicides, tristement, probablement, vont continuer. Alors, on doit être préparé, on doit être prêt avec les plans B. Et qu'est le plan B? Le plan B est la cryopréservation, cryogénie. Et je crois à cela, même je suis en train d'écrire un livre sur la cryopréservation humaine et c'est une possibilité. Qu'est-ce que c'est la cryopréservation? C'est congeler la personne pour garder une bonne condition physique et pour réanimer au futur. On fait cela avec des cellules, avec des embryons humains. Il y a maintenant 8 millions d'embryons humains ou de spermes ou d'ovules des femmes qui ont été cryopréservés et qui depuis sont devenus humains, des personnes normales. C'est-à-dire la cryogénie fonctionne, on le sait. Et on fait ça avec des animaux et avec des vers. On a congelé des vers et puis réanimé les petits vers et elles fonctionnent, elles marchent. Alors, je crois à cela, même si on n'est pas fait pour un humain de congeler et puis réanimer. Mais c'est un problème technique. C'est un problème technique. C'est un problème qu'on va résoudre à l'avenir. Alors, je crois à la cryogénie, le plan B. J'espère pas l'avoir besoin parce que j'espère être vivant vers l'année 2045, même si bien, parce que je rappelle, l'objectif est là, rajeunissement, rajeunir les personnes. Même si vous êtes très vieux, vous pouvez rajeunir les personnes comme les scientifiques. Shinya Yamanaka a découvert avec la reprogrammation cellulaire. Mais alors, cryopréservation, j'appuie totalement, mais je ne suis pas membre parce qu'en Espagne, où j'habite maintenant, j'habite à Madrid, on n'a pas vraiment de usine de facilité pour la cryopréservation. Et je voyage aussi beaucoup. Maintenant, je ne le fais pas beaucoup avec COVID-19, mais c'est un problème si vous êtes toujours en train de voyager. Mais tous mes amis, ma famille savent que je crois à la cryopréservation et que s'il y a une chose qui me tue, que j'espère pas, et que je dois être immédiatement cryopréservé. Et j'ai des amis dans tous les centres de cryopréservation du monde, les deux plus grands aux États-Unis et un autre en Russie, au nord de Moscou. Et j'ai fait aussi une cryopréservation d'un ami. L'année 2006, il y a 5 ans en arrière, un ami est mort près de Madrid et on a réussi à cryopréserver son cerveau. Et c'est suffisant. Parce que vous êtes à peu près 99% seulement votre cerveau. Le cerveau contient votre sentiment, histoire, mémoire, c'est tout dans le cerveau. Alors, on a cryopréservé le cerveau et puis envoyé en Allemagne, où existe un petit centre de cryopréservation humaine et on a fait cela 5 années arrière. C'était la première cryopréservation de la péninsule ibérique. Et je suis fier que j'ai fait cela et je crois à cela et je ferai pour moi si c'est nécessaire, mais j'espère
que cela ne serait pas nécessaire parce que, rappelez-vous, à l'année 2029-2030, on va arriver à la métusellarité, vélocité d'échappe de longévité, et puis à l'année 2045, on va rajeunir les personnes, on va inverser le vieillissement. Et pour cela, je travaille et j'ai dédié, j'ai dédié, on dit cela, dédié. Oui, dédié, c'est parfait. OK. Ma vie à cela parce que j'aime la vie, j'adore la vie et je pense continuer vivant ici dans la planète Terre et peut-être après j'irai à la planète Mars. L'univers est énorme, énorme. Et je vais apprendre aussi bien français, mais aussi Klingon. Je vais parler avec des Klingons. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant que, il me semble, vu que vous faites une référence à Star Trek, il me semble pas que dans Star Trek, les gens ont guéri le vieillissement. Ils ont pas, ils ont imaginé tout un tas de futurs très avancés technologiquement, mais ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas vu venir. Bon, c'était une petite parenthèse. Il y a forcément tout un ensemble de critiques vis-à-vis de ces idées longévitistes, d'allonger radicalement la durée de vie. Elle est plus connue. Je pense qu'on peut juste en citer deux, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas si Didier, t'en as d'autres en tête, mais celles qui sont les plus souvent mises en avant, c'est les arguments qui sont liés à la surpopulation et les ressources, finalement. Comment, si les humains, finalement, arrêtent de mourir, de vieillissement, est-ce qu'on va être trop nombreux? Est-ce qu'on va pouvoir gérer les ressources, etc. Donc ça, c'est une critique courante qui est facilement débunkable. Mais sinon, il y a aussi les inégalités sociales, parce qu'il y a toujours une peur que les technologies soient réservées à une minorité de plus fortunés, donc on ne sait pas vraiment, encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des inégalités assez grandes, et on ne sait pas si ces traitements seront très chers ou peu chers, donc qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux critiques, par exemple? Beaucoup de choses. Et sur la population, d'abord, la population dans beaucoup de pays développés est en train de diminuer. En Espagne, la population está diminuant. Aussi, Japon, la Russie, Allemagne, Italie, la population está ¿cómo es qu'on dit? En chute. Está en chute. Et le pire des cas est la Chine. La Chine, qui maintenant a 1400 millions de personnes, l'expectative est que vers l'année 2100, à la fin du siècle, la population sera seulement 700 millions de personnes. De 1400 à 700 millions. La moitié des personnes en Chine. Alors, le problème, c'est pas la surpopulation. Le problème est la sous-population. Et la population, même des pays qui toujours grandit, comme en Afrique, est en train de se stabiliser dans les prochaines 2 décennies. Alors, c'est pas la fin du monde, d'abord. Et en plus, on a beaucoup d'autres planètes pour aller. Donc, on peut toujours aller en Mars, qui est vide maintenant. Maintenant, il n'y a pas de Martiens, apparemment. Alors, on pourrait être les premiers Martiens. Les humains être les premiers Martiens. Sur les coûts, combien ça va coûter? Je pense que ça va être gratuit, des traitements gratuits payés par la sécurité sociale. Et pourquoi gratuit? Comme les vaccins maintenant. Les vaccins pour COVID-19 est gratuit. Et pourquoi les traitements seront gratuits? Parce qu'ils ne vont pas coûter beaucoup. Ils seront très bon marché. Ils seront presque rien. Les coûts seront presque rien. Et pourquoi? Parce que est-ce qu'on est biologiquement, chimiquement? On est 70% eau. On est 70% de l'eau. Et pas de l'eau minérale, Evian, eau Perrier. Non, on n'est pas de l'eau Perrier. On est de l'eau du fleuve, de la rivière sale,
pas propre. Alors, c'est qu'on est 70%, on est de l'eau sale. Et l'autre 30% qu'on est, chimiquement, on est des atomes, des molécules avec carbone, nitrogène, potassium, etc. Un être humain, chimiquement, ne coûte même pas $100. Et pour maintenir, pour faire fonctionner une chose qui ne coûte pas $100, on va le faire très, très à bon marché. Alors, j'imagine que les traitements pour la longévité ne vont coûter plus de $10 par année. $10 par année. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'on est bon marché, on ne coûte pas beaucoup, on n'est que des matériaux très abondants de la nature, de l'eau, carbone, nitrogène, potassium, et on n'est pas compliqué. Et quand on arrive à la nanotechnologie, qui est le point 3 vers l'immortalité, avec la nanotechnologie, on va travailler avec des atomes, des molécules directement. Et ces traitements seront très, très bon marché. Ils ne seront pas chers. Ils seront disponibles pour toutes les personnes qui les souhaitent. Très, très intéressant. J'aime bien la phrase que nous sommes surtout de l'eau sale et que, enfin, j'aime bien, c'est intéressant de se rappeler ça, ou de le savoir que le corps humain, ce qui constitue un corps humain en produits chimiques, ça coûterait plus ou moins, enfin, moins de $100. C'est très intéressant. Maintenant, ce qui effraie dans la question du risque des inégalités, ce qui effraie un certain nombre de gens, c'est le fait qu'il y aurait des brevets ou qu'il y aurait des sociétés privées qui diraient attention, attention, pour pouvoir avoir les thérapies, vous devez d'abord nous payer extrêmement cher pendant extrêmement longtemps. Est-ce que pour vous, ça n'est pas quand même un risque? Et alors, passons aussi à la même question, mais du côté positif. Donc, supposons que après-demain, la pilule de l'immortalité, qui ne sera pas une pilule probablement, mais donc les traitements pour vivre beaucoup plus longtemps, pour vivre sans limitation de durée existent. À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler, cette société post-mortalité? Est-ce qu'il y a des think tanks ou des futurologues qui essayent d'y réfléchir, en plus du livre de David Wood et vous, bien sûr? Maintenant, avec COVID-19, on peut voir qu'on ne peut pas arrêter le développement scientifique et l'utilisation des traitements médicaux pour tout le monde et partout le monde. Même en Inde, où se trouve l'usine plus grande du monde pour fabriquer des vaccins. Ils sont en train de fabriquer des vaccins copiés des autres vaccins. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir les vaccins. Alors, si on fait cela avec les vaccins pour une petite pandémie, parce que COVID-19 est une petite pandémie, si on fait la comparaison avec les autres pandémies de l'histoire. Et quelle est la grande pandémie? La grande maladie? Le vieillissement. Le vieillissement, donc, quand on va découvrir comment guérir le vieillissement, il n'y aura rien, absolument rien, qui pourrait détenir, arrêter, et que tout le monde ait accès à la technologie. Sera impossible. Il y aura des révolutions planétaires si quelqu'un essaye d'arrêter et partager les technologies. Et donc, pour moi, il est absolument impossible que personne essaye d'arrêter le développement ou que essaye de garder pour lui-même la technologie. C'est impossible. Ça serait la fin de l'humanité entière. Et comme je ne pense pas que ce sera la fin de l'humanité, oui, sera la fin de l'humanité mortelle et le commencement de l'humanité immortelle.
Mais je vais quand même, parce que ce débat, pour moi, il est aussi une question, on va dire, politique au sens large et même au sens étroit. Et il y a quand même, il faut se dire, donc vous et moi, et probablement Gaëtan, nous sommes d'accord, mais c'est une inquiétude qui est vraiment forte déjà maintenant, avec aussi toutes les visions. Par rapport au vaccin, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup aussi de discussions par rapport au prix, particulièrement au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est quand même une peur qui est forte dans l'opinion publique, particulièrement des gens qui s'opposent. Donc, je me dis, quelle serait, est-ce que, comme garantie, est-ce qu'il ne faudrait pas des choses comme dire, voilà, les thérapies pour la longévité, ce seront des biens communs de l'humanité et on n'a pas le droit d'avoir des brevets, ou est-ce que Oui, ça pourrait être une solution. Et comme aujourd'hui, que presque tout le monde a Internet aujourd'hui. Oui. On commence à parler que ce soit un droit de l'homme, donc un droit humain à tous, et que donc, le droit à la santé le droit à la longévité soit un droit humain. Oui, ok. Exactement. Et les technologies et les prix chutent rapidement. On a vu cela avec les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, et on voit ça avec les ordinateurs. On voit cela avec la séquence du génome humain. La première séquence du génome humain a coûté 3 milliards de dollars. 3 milliards. Aujourd'hui, ça coûte 300 dollars. De 3 milliards à 300 dollars. Et encore, c'est trop cher, hein, parce que je pense qu'en 5 années, ça va coûter 3 dollars. Alors, imagine, de 3 milliards à 300 dollars à 3 dollars, c'est pour cela que tout le monde va séquencer leur génome en 5 années et on va savoir quelles maladies génétiques vous pourriez avoir et comme les éviter, comme guérir toutes les maladies et comme guérir la principale maladie qui est le vieillissement. Il y a une autre chose qui est importante et Gaëtan, vous avez parlé avant sur les dividendes économiques de la longévité. Oui. Les dividendes d'être jeune est énorme et très, très important et beaucoup mieux être jeune qu'être vieille. Et encore pire sur la vieillesse, pour les coûts médicaux. On dépense approximativement 80% des coûts médicaux les 2 années avant de mourir. Terrible. 80% des coûts avant de mourir et toujours les personnes meurent. Terrible. Alors, on va inverser la pyramide médicale parce que tout l'argent que vous dépensez à la fin de la vie, vous dépensez avant pour ne pas vieillir. Alors, c'est même économique. On va avoir beaucoup de, comment est-ce qu'on dit, save money? Économie? Savings. Oui. Ah oui, des économies, oui, c'est ça. Savings money, oui, c'est des économies ou oui, disons économies. OK. Alors, c'est très positif. Les dividendes de la longévité est positif et énorme. Alors, c'est beaucoup mieux être jeune qu'être vieux. Alors, je pense que les personnes doivent comprendre cela. Sur l'avenir, avant Didier, vous aviez parlé de qui parle sur cela. Et il y a le groupe de futuristes, entre les futuristes que j'appelle les transhumanistes. Et vous êtes un transhumaniste comme moi. Beaucoup de transhumanistes, on parle de trois choses. Super longévité, super intelligence et super félicité, super bien-être. Alors, on va voir les trois choses avec le transhumanisme que les sciences et technologies pour transcender les limitations humaines d'aujourd'hui. Alors, grâce aux technologies, on pourra vivre plus intelligent, beaucoup de temps et plus joyeux. C'est un futur qui me semble bénéfique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Juste, là, j'ai une question qui fait un petit peu, en gros, il y a quand même une énorme partie de la population sur la planète qui ont une vision du monde différente, c'est-à-dire qu'ils ont des croyances différentes, notamment sur la réalité, la nature de la réalité. Donc, on pourrait dire qu'il y a une vision matérialiste et une autre un peu plus spirituelle. Est-ce que vous pensez que le fait que la science et la culture moderne ont une conception de la vie et de la mort qui est différente, généralement, on ne considère plus la mort comme un mystère métaphysique de la vie, mais plutôt comme un problème technique que nous pouvons et devons résoudre. Donc là, c'est une approche d'ingénieur, comme vous l'avez dit, alors que de nombreuses religions envisagent une vie après la mort. Donc, juste, cette vision matérialiste et spirituelle peuvent cohabiter dans leur approche de l'immortalité, justement. Oui, je pense que oui. Et je pense que la spiritualité est différente des religions traditionnelles. Même des scientifiques comme Albert Einstein, il était très, très spirituel, même s'il n'était pas religieux traditionnel. Et historiquement, il était juif, mais mentalement, il était plus bouddhiste. Il pensait que le bouddhisme était plus intéressant que le judaïsme. Mais en parlant des religions, les religions ont dû justifier la mort parce qu'il n'y avait pas d'alternative. On allait mourir et si vous allez mourir, il faut mieux justifier la mort et en plus justifier de votre côté religieux. C'est pour cela que quelques religions font de parler de mourir même pour la religion, que c'est terrible. Mais les religions justifient la mort et justifient les religions elles-mêmes. Ça va changer rapidement. Je pense que bientôt, dans 5 années, 6 années, 7 années, on aura les premiers humains dans la planète Mars. Et peu de temps après, on aura une colonie en Mars et peut-être aussi dans la Lune, qui est beaucoup plus proche. Quand on va voir la Terre, qui est une petite planète. La Terre est une petite planète et un petit système solaire et une petite galaxie et un univers inconnu, éternel peut-être, immense. Alors, on va dire, comment est-ce que le Dieu qui a créé l'univers a choisi une petite planète pour avoir son fils unique, etc., etc., etc. Alors, je pense que les religions doivent changer et veulent changer. Elles vont essayer de s'adapter, même les religions catholiques. Que Galiléo, il a été presque brûlé ou tué par l'Église catholique, mais heureusement, il n'a pas été tué. Et par contre, la Terre tourne. Vous connaissez la phrase de Galileo. Et por tanto se mueve, en italiano. Et la Terre bouge, même si l'Église n'était pas ravie de cela. Alors, je pense que même l'Église catholique va essayer de s'adapter et peut-être parler qu'il y a des vies intelligentes dans des autres planètes Terre, etc., etc. Mais c'était pour élucider, parler qu'est-ce que sera possible. Mais je vais diviser spiritualité des religions. Et je pense que nous sommes êtres spirituels comme un grand prêtre catholique. J'ai oublié, je vais me rappeler depuis, il a parlé qu'on est des êtres spirituels comme une expérience physique. Teilhard de Chardin. Oui, voilà, je pensais. Teilhard de Chardin, qu'il était incroyable et il était évolutionniste. Il est un des personnes qui a découvert l'homme de Pékin, qui est un ancêtre humain, l'homme de Pékin. Alors, Pierre Teilhard de Chardin, un grand scientiste qui était catholique,
Et alors, la religion ouvre aussi des portes. Et comme Didier a parlé très bien avant, que les propos originaux, les buts de la religion était l'immortalité. Alors, reprenons cela. Maintenant, peut-être prendre un peu on va probablement vers la fin de cette interview vraiment super intéressante, mais pour prendre un peu le contre-pied, vraiment dans le livre et dans les contacts, vous avez toujours une vision très positive du futur, mais il y a aussi des risques du futur, y compris des risques technologiques. Et alors, parmi les auditeurs de Flares, il y a d'ailleurs, enfin non, plus exactement, parmi les gens qui sont déjà intervenus sur Flares, il y a une question de Vlanx, qui fait des vidéos aussi, et qui est quelqu'un de très proche de nos idées, mais il dit, en 2020, on a réalisé que l'humanité était tragiquement désorganisée face à une pandémie, et que les mouvements conspirateurs, les mouvements anti-vaccination, anti-technologie étaient en plein essor. Est-ce que ça ne vous rend pas davantage pessimiste par rapport aux perspectives transhumanistes? Il y a déjà une résistance forte par rapport à la vaccination, forte par rapport à la 5G, même par rapport à la viande artificielle, en tout cas en France. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi par rapport à des technologies 100 fois plus vertigineuses? Bon, j'ajouterai une nuance par rapport à la question de Vlanx. C'est des choses qui se passent dans les deux directions, hein, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement conspirationniste, anti-vaccination, anti-technologie très fort, particulièrement en France et dans plusieurs pays européens. D'abord, on a vécu un moment historique, une pandémie comme l'année 2020 incroyable, mais aussi incroyable comme on a développé les vaccins en temps record. Et les vaccins de Moderna, la compagnie Moderna, a été fait en 48 heures, même sans avoir le virus physiquement. Et ils sont reçus à Boston, où Moderna travaille, la société Moderna. Ils ont reçu par Internet le génome séquencé du virus. Et 48 heures depuis, ils sont arrivés au vaccin. Et c'est incroyable, 2 jours pour avoir un vaccin. Le problème depuis est faire les essais cliniques avec des personnes, avec des humains. En Allemagne, l'autre société, BioNTech, aussi a développé en quelques jours les vaccins avec une nouvelle technologie, messager ARN, une nouvelle technologie, mais incroyable. On a fait en jours, c'est là qu'on faisait en année. Et toujours, il y a des conspirations. Si c'était les Chinois qui ont croyé le virus pour tuer pas des Chinois, ou si c'était Bill Gates, etc., etc. On aura toujours des conspirations. Et pour moi, c'est pas un problème, parce que cela existe toujours. Et il y a des anti-ludites. Et ça, c'est plus dangereux. Les ludites, c'était il y a 2 siècles, à Londres, en Angleterre, les personnes qui détruisent les machines, parce qu'ils parlaient que les machines vont détruire leur travail, leurs jobs. Alors, elles détruisent les machines pour continuer avec leur genre du passé, leur travail vieux. Il y a toujours des ludites. Il y a des ludites aujourd'hui. Et il y a des religions ou des groupes religieux qui n'aiment pas les technologies. Par exemple, les Amish. Les Amish aux États-Unis, ils ne veulent pas de technologie, ne veulent pas d'électricité, des voitures, des téléphones, etc., etc. Les témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas de transfusion du sang, par exemple, ou des autres médecines. Et pareil avec autres religions, etc., etc. Alors, il y aura des personnes, des mouvements contre les vaccins, contre les transfusions du sang, contre
CRISPR, une nouvelle technologie contre les messengers ARN, la technologie qui a réussi à faire un vaccin en 48 heures. Alors, ça, c'est pas pour moi un problème parce que la majorité de l'humanité, éventuellement, arrive à la bonne conclusion que vivre mieux, vivre sain, vivre plus de longtemps est bon. Et si on aura des problèmes, est meilleur avoir de bons problèmes que de mauvais problèmes. Et la longévité est un bon problème. Oui, je pense qu'on est, mais j'interromps pour dire, je pense qu'on est, nous trois ici, tout à fait d'accord avec cela, mais comment éviter ou comment limiter les risques d'une sorte d'effet boule de neige, de peur qui s'accroît et qui donc devient quelque chose qui empêche les progrès technologiques, parce que donc vous avez utilisé le terme éventuellement dans la signification anglophone qui est ça se passera nécessairement, plus tard ça va se passer, mais il y a aussi éventuellement, ça n'est pas dans le sens francophone, éventuellement c'est pas certain, donc comment diminuer ces risques quand on voit par exemple les inquiétudes qu'il y a eu par rapport à l'industrie nucléaire. Il y a une partie des inquiétudes qui sont justifiées, mais ça a pour conséquence de tout à fait interrompre le développement, ou quasiment tout à fait interrompre le développement de l'industrie nucléaire. Toutes les législations sur hyper protectrices de la vie privée ralentissent la mise en commun des données de manière parfois aberrante. Comment diminuer ces risques ? Et je pense que l'humanité avance et continue avançant plus rapidement. Il y a des siècles, on avait des sorciers, on avait l'Inquisition, on a presque tué à Galiléo, etc., etc., etc. On n'a pas des choses comme ça maintenant. Ou il n'y en a pas aussi beaucoup. Ouais. Il n'y a plus de sorcières. On ne brûle pas aux personnes, on ne les tue pas pour les religions normalement, etc., ouais. etc. Alors, je pense que l'humanité a avancé beaucoup et continue en avançant. Et le problème, c'est l'ignorance. Et comme j'ai parlé, et je vais répéter pour la 20e fois, je sais déjà quoi. Les personnes ne savent pas que le cancer est biologiquement immortel et que le cancer a découvert ça tout seul, sans aller à l'université. Les personnes ne savent pas que chacun de nous a des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales. Les personnes ne savent pas qu'il existe des formes de vie. La première forme de vie, les bactéries qui se divident symétriquement, qui sont immortelles. Et les personnes ne savent pas encore que j'espère qu'on va trouver une planète où il y aura des vies sans mort. Donc votre réponse, ce serait plus répandre les connaissances, voilà. Bien sûr. Il faut agrandir les connaissances des personnes et les personnes ne sont pas stupides. Et ouais. Surtout les enfants, ils veulent savoir tout. Pourquoi? Et j'adore les enfants. Je vais être un enfant de nouveau. Et je pense que l'humanité doit apprendre à être d'enfant, de savoir, de créer, de découvrir, de voyager. Et qu'en est-il des pouvoirs que la technologie nous confère pour créer des dommages? Parce qu'on se rend compte qu'il y a cette idée que plus la technologie avance, plus il est facile pour un petit groupe de personnes mal intentionnées pour faire beaucoup de dégâts. Donc par exemple, on peut tracer l'histoire des technologies, on remonte à 50 000 ans où une personne qui voulait faire du mal avait finalement un bout de bois ou quelque chose, donc il ne pouvait pas faire beaucoup de mal à un groupe de personnes. Ensuite, on a eu des épées, donc là un peu plus dangereux, mais tout de même facile à contrer. Ensuite, des armes à feu, des mitraillettes. Et on a eu récemment, il y a une vingtaine d'années, 20 ans même, un avion qui percute des tours. Il y a des craintes qu'un accident nucléaire pourrait, ou même que des terroristes pourraient
utiliser l'arme atomique comme étant une bombe, ou alors si les technologies de bio-ingénierie sont beaucoup plus faciles et peu chères, il pourrait y avoir facilement des conceptions de virus également très très virulents. Il y a cette catégorie de risques existentiels, hein, donc Nick Bostrom, notamment un transhumaniste bien connu qui travaille beaucoup sur ces sujets, il est inquiet, en tout cas il sonne l'alarme sur certains de ces problèmes. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Et donc, quelle est votre vision sur ces risques? Et oui, les risques sont réels et sont importants, mais aussi les opportunités. Les opportunités sont encore mieux. Et on doit faire une balance entre les choses mauvaises et les choses bonnes. Et je pense que les choses mauvaises sont moins que les choses bonnes, qui sont beaucoup plus. Et j'ai fait une interview avec les auteurs de science-fiction, Arthur C. Clarke. J'étais en Colombo, Sri Lanka, où il habitait, pour faire un entretien, une interview avec Sir Arthur C. Clarke. Et je lui ai posé ces questions. Et il m'a répondu qu'on doit être toujours optimiste sur l'avenir. Parce que si on est négatif, si on est pessimiste, peut-être ça sera le futur qu'on aura. Parce que ce sont des prophéties auto-accomplies, self-fulfilling prophecy, comment est-ce qu'on dit? Autoréalisatrice, je pense. Oui. OK, alors ce sont des prophéties auto-réalistes. Et par contre, si vous êtes positif, si vous êtes optimiste, ça sera probablement le futur qu'on aura. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis éternellement positif, éternellement optimiste, et on doit être positif. Je me rappelle toujours d'un film italien, A vida es bella. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, que j'utilise toujours. Je signe mes lettres, mes cartes, mon email, tout avec la vie est belle. Et en français, parce que j'adore la langue française, même si je ne parle pas bien. Mais je comprends tout en français, alors c'est pas un problème pour communiquer. Alors, la vie est belle, je pense que on doit penser que la vie est belle, plus vie sera encore plus belle, et le futur est belle, et la vie est belle. Alors, j'adore la vie, et je pense que ça doit être notre attitude sur le futur, positive, optimiste, avec beauté, avec vie, avec amour, avec toutes les choses bonnes de la vie. Mais là, quand même, je me permets d'apporter un élément. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est important de voir les aspects positifs, les espoirs, mais je pense que aussi d'ailleurs, notamment chez David Wood, mais aussi chez la plupart des transhumanistes, ce que Gaëtan a dit est quand même fort étudié. Donc, il y a aussi des risques tout à fait considérables. Et par exemple, quand on fait des recherches pour l'immortalité, la mortalité, quand on trouve ce qui est parfait pour vivre sans limitation de durée, on trouve presque par déduction ce qui est aussi parfait pour nous détruire. Donc, ce que dit entre autres l'Association française transhumaniste, c'est qu'il faut des investissements aussi très importants par rapport à la gestion des risques. Donc là, moi, je suis un peu sur ma faim par rapport à votre réponse. Donc, d'accord par rapport à l'optimisme, d'accord par rapport à la vision positive, par rapport à cette priorité-là, mais est-ce que quand même il n'est pas aussi important d'avoir des recherches importantes sur les risques aussi, comme disent un certain nombre de transhumanistes, et notamment, je pense, Nick Bostrom, s'il y a un risque existentiel qui peut mettre fin à l'histoire de l'humanité, on n'a qu'une seule occasion de se tromper, si on peut dire. Si on s'est vraiment trompé en détruisant l'humanité, on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, bien sûr, hein, et je suis d'accord avec ça. Et j'ai parlé qu'il y a des risques et des grands risques, mais les risques sont plus liés à l'intelligence artificielle.
Et pour moi, c'est le grand risque de l'humanité entière. C'est pas le vieillissement, les risques. Et c'est pas les changements climatiques, c'est l'intelligence artificielle. Mais en retournant, vraiment, on doit être optimiste, positif, parce que ce sont des prophéties qui s'autoréalisent et on doit voir comme les films, La vie est belle, et avec les nazis, l'extermination juive, que les personnes qui étaient les plus optimistes, les plus positives, ce sont les personnes qui ont survécu finalement. Et c'est comme toujours, on parle du verre d'eau. Le verre d'eau, s'il est à moitié vide ou à moitié plein, c'est toujours mieux penser que le verre d'eau est à moitié plein. Alors, on a beaucoup de risques. Je suis conscient et je suis très souci, mais je pense que le futur, l'avenir sera merveilleux et je travaille pour cela. Et donc, pour nous donner un petit avant-goût de ce futur positif, désirable, donc à la fin de votre livre, vous avez une chronologie justement de peut-être un futur possible, avec, donc, comme vous l'avez dit, la vitesse d'échappement de la longévité qui sera atteinte à la fin de cette décennie et peut-être ensuite aux alentours de la moitié du siècle, 2045, la fin de la mort. Qu'est-ce qui nous attend encore durant ce siècle et peut-être même après? Est-ce que vous avez déjà réfléchi hypothétiquement à ce qui pourrait arriver? Quel est le futur parfait de José Luis Cordero? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire quand nous serons plus intelligents, immortels et plus joyeux, c'est-à-dire les trois choses du transhumanisme, super longévité, super intelligence et super bien-être. Je ne sais pas. Et c'est comme si vous demandiez à un singe, à un chimpanzé, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir parfait? Ou même si vous demandiez cela à une bactérie, les bactéries, notre ancêtre immortel, les bactéries qui étaient immortelles. Et si on demandait, petite bactérie, qu'est-ce que vous voulez être quand vous êtes grandi? Vous voulez mourir? Vous voulez être plus intelligent? Vous voulez avoir du sexe? Parce que les bactéries n'ont pas de sexe comme nous. C'est une reproduction par division cellulaire différente, etc., etc. Alors, je ne sais pas. Quand je serai plus longévus, plus intelligent et plus joyeux, je ne sais pas qu'est-ce qui va acontecer. Mais en science-fiction, on parle beaucoup qu'on va mélanger les personnes. Et je pense que ça est possible. On va connecter nos cerveaux avec Internet. Elon Musk, qu'on adore, comme vous, Gaëtan, Elon Musk, il parle qu'on doit connecter nos cerveaux comme Internet pour avoir plus de mémoire, plus de vitesse, meilleure communication et partager toutes les informations. Alors, peut-être le futur, est-ce qu'on aura un cerveau planétaire, un humain planétaire ici dans la planète Terre, mais aussi en Mars et dans la Lune? Peut-être les humains ou les organismes du futur seront planètes. C'est possible, seront planètes. On sera des planètes du futur. Et vous parliez aussi de Star Trek. C'est une possibilité. Et maintenant, on est une civilisation vraiment primitive. Et depuis les scientifiques russes, Nikolai Kardashev, il parlait de 3 niveaux de civilisation interstellaire, de civilisation universelle. La première, c'est une civilisation qui utilise toute la puissance, toute l'énergie qui arrive à la planète. On n'est que 1% de ça, avec la quantité d'énergie solaire qui arrive à notre planète. Alors, on n'est pas même civilisation type classe 1, la première. Depuis, il y a civilisation classe 2,
qui est une civilisation qui utilise toute l'énergie de l'étoile. Et l'étoile, le soleil pour nous. Et puis une civilisation type classe 2, une civilisation qui utilise toute l'énergie de la galaxie. Et puis l'énergie de l'univers. Alors, on ne sait pas, et peut-être il y a plus d'un univers. Il y a des personnes qui parlent de multivers. Alors, il y a plusieurs un numéro infini d'univers. On ne sait pas. Alors, on va découvrir ça et je pense être vivant, plus intelligent, plus longéveux et plus joyeux nos futurs. Ouais, bah, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans 1000 ans pour faire un autre podcast et faire le point sur, sur ce futur qui est très attractif. Je ne sais pas si Didier, tu as d'autres questions pour moi. Non, je n'ai pas d'autres questions. Je peux vraiment conseiller aux personnes qui écoutent de lire ce livre. Et puis aussi, bien sûr, même si ça vient de chez moi, de lire également les parties qu'il souhaite de La mort de la mort, puisque la lettre mensuelle est La mort de la mort, lettre mensuelle qui est accessible sur le site heals.org de manière intégrale. Et comme l'a dit José, c'est en français depuis plus de 10 ans maintenant, en anglais depuis 2 ou 3 ans et en néerlandais depuis une grosse année et même en allemand depuis quelques mois. Voilà, je fais aussi international, mais moins bien que José et moins extraordinaire. Donc, c'était vraiment une discussion extrêmement intéressante et nous en aurons encore, je pense, effectivement bien d'autres dans les décennies, espérons les siècles et les millénaires à venir. Bien sûr, on pourrait faire cela de nouveau dans la planète Mars. Oui, je compte bien aller sur Mars. Et alors, rappelez-vous toujours, on est entre la dernière génération mortelle et la première immortelle, et nous devons travailler pour accélérer ce processus qui peut arriver avant l'année 2045. Et pour cela, vous devez lire mon livre, La mort de la mort, parce que aussi, je vais dire, parce que vous êtes vraiment joyeux, que David Good, mon co-auteur, et moi, nous, on donne les royalties, les droits d'auteur, on donne à Aubrey de Grey, à la fondation Sense en Californie, et aussi à une autre fondation ici en Espagne, à Madrid, qui travaille sur le vieillissement. Alors, tout l'argent que vous dépensez pour pas mourir, hein, d'abord pour pas mourir, il faut, comment est-ce qu'on dit, rappeler que si vous lisez mon livre, vous n'allez pas mourir. La première chose. La deuxième chose, vous contribuez à la cause de l'immortalité parce que nous faisons des donations pour la recherche scientifique vers la cure, la guérison du vieillissement. Très bien. De toute façon, le lien pour le livre sera dans la description de cette vidéo et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller commander ce livre et le lire. Il est fascinant. Je l'ai lu en une semaine à peine. C'était vraiment très facile pour moi de lire ce livre. Et beaucoup d'informations intéressantes. Et on voit à la fin notamment la liste de personnes qui travaillent sur les recherches qui est très grande, donc j'espère qu'elle grandira. D'ailleurs, si vous êtes un biologiste, que vous avez envie de trouver votre voie, votre carrière, c'est un bon sujet, je pense. Merci en tout cas, José et Didier. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Merci, Gaëtan. Et à l'avenir. Le podcast Humain demain. Encore merci à José et Didier pour leur participation. C'était un sujet fascinant. Je vous recommande vraiment très chaudement le livre La mort de la mort. Le lien dans la description. Sinon, vous pouvez aller retrouver tous les podcasts que nous avons faits, aussi les vidéos, les documentaires. Tout ça, c'est sur le site The Flares et la chaîne YouTube The Flares. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Je l'ai dit The Flares beaucoup de fois, c'est sûr. Bon, bah tant pis. Et à bientôt.